Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale. Cette semaine, ici l'Europe est installée au cœur des journées du développement organisées par l'Union européenne à Bruxelles. Et nous sommes en compagnie du ministre français chargé du développement, Pascal Canfin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pascal Canfin. Rappelons tout de même que vous avez été député, vous êtes ministre maintenant, mais vous avez été député européen de 2009 à 2012 dans le groupe des Verts. Et au plus fort de la crise de la dette et de la crise financière, vous vous êtes intéressé de très près au monde de la finance, à la taxe sur les transactions financières et aux paradis fiscaux, au point de créer une ONG d'information sur la finance indépendante des lobbies bancaires, Finance Watch. Alors, vous êtes ministre du développement et non plus de la coopération. Il n'en est plus question de la coopération. Est-ce que ce changement de vocabulaire dénote une volonté, justement, d'approche nouvelle dans nos rapports avec le Sud ? Oui, c'est la première fois que la France a un ministre, et donc un ministère entièrement dédié au développement. Moi, je passe 100% de mon temps sur les politiques de développement bilatérales ou multilatérales européennes avec la Banque mondiale et autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que nous avons normalisé du point de vue institutionnel les relations avec l'Afrique. Auparavant, nous avions une sorte de sous-ministre des Affaires africaines qui était en fait l'héritage de l'histoire coloniale et post-coloniale. François Hollande et Jean-Marc Ayrault, lorsqu'ils ont créé ce gouvernement, ont choisi de moderniser les relations avec l'Afrique en supprimant le ministère de la coopération et en créant le ministère du développement. Alors vous étiez justement en Afrique aux côtés du président français François Hollande, qui a annoncé, comme beaucoup de ses prédécesseurs, la fin de la France-Afrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut le croire ? Première chose, c'est ce que je viens d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire le changement de nom de ce ministère et donc le changement de priorité politique. Ensuite, un autre sujet qui est assez symbolique des questions de France-Afrique, c'est le sujet des biens mal acquis. Pendant longtemps, la justice française a freiner, on va dire, pour être diplomate, l'avancée des enquêtes qui étaient en cours. Vous le savez, ça a été dit à plusieurs reprises et Christiane Taubira s'y est engagée plusieurs fois. Il n'y aura pas d'instruction individuelle du parquet sur ces affaires et donc la justice suivra son cours. Voilà 3 exemples, et je pourrais développer, d'actes, non pas de discours, d'actes concrets qui montrent bien la rupture avec la France-Afrique. Développons en tout cas sur la République démocratique du Congo. Vous avez assisté aux échanges entre François Hollande et Joseph Kabila. Est-ce que l'aide de la France et de l'UE doit être systématiquement conditionnelle et conditionnée aux avancées démocratiques ? D'abord, François Hollande a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait en allant en RDC. Le 27 août, à la conférence des ambassadeurs, il avait dit « Je parlerai droits de l'homme, je rencontrerai l'opposition politique, je rencontrerai les ONG ». C'est exactement ce qu'on a fait. Nous avons passé plus de temps avec l'opposition et les ONG qu'avec le président Kabila. Et donc je crois qu'on peut lui reconnaître, et d'ailleurs les médias français lui ont reconnu le fait d'avoir été cohérent entre ses discours et son action. Ensuite, pour répondre précisément à votre question sur la conditionnalité droits de l'homme, je pense qu'il faut bien distinguer le discours général et puis les financements des projets. Si, par exemple, nous finançons des écoles en République démocratique du Congo, si, en plus d'avoir un système qui n'est pas très démocratique, je vais dire à la personne, à l'enfant qui commence sa scolarité grâce à l'argent de notre aide publique, si je vais lui dire « Ah, on est désolé, mais non seulement ton gouvernement n'est pas démocratique, mais en plus, on va arrêter de financer ta scolarité », on voit bien qu'on est dans la double peine. Donc il faut bien distinguer ce qui est financement de projets qui va directement au bénéfice des populations et tout ce qui pourrait être de l'aide budgétaire donnée comme ça, sans contrôle vraiment à un État. Et là, il est extrêmement clair. Et d'ailleurs, l'Union européenne a pris une décision en mai. Il ne peut pas y avoir d'aide budgétaire générale s'il y a de graves atteintes aux droits de l'homme. Alors l'Union européenne, premier donateur dans le monde pour le développement, l'UE qui a annoncé qu'à partir de 2014, elle n'aiderait plus les pays émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. La Fondation Schuman est partenaire de notre émission et vous interpelle. Monsieur le ministre, l'Union européenne et ses États membres fournissent 2/3 de l'aide humanitaire et de l'aide au développement mondial, 53 milliards d'euros en 2011, ce qui est très généreux en période de crise. Pourtant, si l'on en croit les populations concernées, elles ont le sentiment que les Américains, voire les Chinois, sont plus actifs parce qu'ils s'en servent comme d'un vecteur d'influence.
Il y a 2 ans, la Fondation Robert Schuman avait souligné que l'Union continuait à aider des pays qui n'en avaient manifestement plus besoin, comme la Chine ou l'Afrique du Sud. Une réforme est donc annoncée pour 2014. Que comptez-vous faire pour que cette aide soit mieux gérée, utilisée de manière plus efficace, on pense notamment aux pays du printemps arabe, et qu'elle soit un vecteur de la politique générale extérieure de l'Europe. Car dans la crise, chaque euro compte. Pascal Canfin, votre réaction ? D'abord, le problème, c'est qu'il y avait une programmation budgétaire qui était un petit peu un paquebot qu'il était difficile de modifier. Et donc maintenant, nous recommençons une nouvelle programmation budgétaire 2014-2020. Et donc nous allons, et c'est heureux, arrêter les financements en dons aux émergents, notamment à la Chine. En ce qui concerne la politique française, cela fait 2 ans maintenant qu'il n'y a plus de coûts budgétaires, c'est-à-dire de dons à la Chine en matière de développement. Et c'est normal compte tenu des réserves qu'elle a accumulées et de sa capacité potentielle à mener ses politiques. Regardons l'enveloppe globale avec la crise. Évidemment, vous le savez, le budget fait l'objet de polémiques et va faire l'objet d'ailleurs d'un sommet particulièrement tendu en novembre. Une bataille des titans annoncée sur le budget. L'aide au développement sera probablement la première victime de la crise. Le commissaire Piebalgs, qui est en charge du développement, que je rencontrais récemment à Paris, me disait qu'il faut constituer un groupe des amis de la politique de développement. Et donc nous allons regarder cette affaire parce qu'effectivement, il serait assez négatif que cette politique soit coupée. En termes français, puisque nous avons aussi des discussions budgétaires en France, eh bien, nous avons fait le choix, grâce au fait de mettre 10% de la taxe sur les transactions financières au service du développement, finalement, nous allons avoir un effort budgétaire, une capacité d'investissement et d'intervention qui va être équivalente entre 2012 et 2013. On va parler de cette taxe sur les transactions financières, mais parlons des flux financiers. Oui, puisque une de vos spécialités, ce sont les questions financières. Le commissaire européen Michel Barnier prépare une directive sur la question, sur ces grandes sociétés multinationales, parfois minières, qui sont dans les pays en voie de développement. Vous dites que c'est très important de contrôler leur fiscalité, leur chiffre d'affaires dans les pays en voie de développement. La France a fait savoir, et c'est une position commune avec le ministre des Finances Pierre Moscovici, nous avons fait savoir que nous voulions absolument que le résultat de cette négociation, ce soit d'avoir au moins le standard américain, puisque les États-Unis sont en avance sur l'Europe et les États-Unis ont déjà adopté une loi qui rend obligatoire le fait de publier pays par pays et projet par projet les impôts, les transferts financiers qui sont faits vers les gouvernements dans les pays du Sud de la part des multinationales. Aujourd'hui, concrètement, c'est quoi l'enjeu ? D'après les ONG, l'argent qui part du Sud et qui remonte vers les pays du Nord à travers, par exemple, les paradis fiscaux et qui donc empêche les pays du Sud de collecter des impôts et donc de mener des politiques publiques en matière d'éducation ou de santé, c'est 10 fois le montant de l'aide publique au développement. Et donc ce texte, cette négociation, elle est fondamentale en termes d'impact pour le développement. Et donc la France a une position qui est aujourd'hui, avec le Danemark, la Suède et d'autres États, la plus ambitieuse au sein du Conseil. Et nous sommes dans une négociation active pour faire bouger les Britanniques et les Allemands. Alors ça ne vous a pas échappé, Monsieur le Ministre, l'Union européenne a été nobelisée pour avoir œuvré au maintien de la paix. Un prix qui a bien sûr mis du baume au cœur à Bruxelles, mais qui a suscité aussi quelques grincements de dents. Le récit de Sami Beramoun. Tout le monde s'attendait au nom familier d'une personnalité. Mais surprise, le comité Nobel a récompensé une institution tout entière. Le comité Nobel norvégien a décidé que le prix Nobel 2012 revenait à l'Union européenne. Elle a contribué ces 60 dernières années à faire avancer la paix, la réconciliation, la démocratie et le respect des droits de l'homme en Europe. L'Europe récompensée pour avoir emprunté la voie de la réconciliation. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'unification du vieux continent est restée une priorité. Grâce à sa force de transformation, l'Union européenne a été capable, en commençant avec 6 pays, de réunir presque tout le continent. De son côté, Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, s'est dit très fier de cette récompense.
Il a également qualifié l'Europe de plus grande force de paix de l'histoire. Sur les réseaux sociaux, les réactions pleuvent. Martin Schulz, président du Parlement européen, y partage son émotion et souligne le fait que l'Europe ait réussi à relever un grand défi, celui de remplacer la guerre par la paix. C'était une surprise pour vous aussi, et surtout 2012, l'Union européenne, c'était le meilleur choix possible pour le Nobel de la paix. Quand on reçoit un Nobel, c'est pour son action passée. Lorsqu'on reçoit le prix Nobel de littérature, c'est pour toute son œuvre, pas pour le dernier livre qu'on est en train d'écrire. Donc si on regarde l'histoire, évidemment l'Union européenne, depuis 60 ans, c'est l'œuvre, l'aventure collective la plus extraordinaire qu'on nous ayons eu à faire. Et quand vous allez partout dans le monde, vous allez en Amérique latine, vous allez en Afrique, vous allez en Asie, l'Europe est un modèle en termes de capacité de dépassement des oppositions passées. Alors on sent, y compris chez Angela Merkel et chez la patronne du FMI, un changement de ton sur les délais à accorder à la Grèce. Est-ce qu'il faut vraiment faire une pause aujourd'hui dans l'austérité ? La politique qu'on a, vous parlez au niveau de la Grèce ou de manière générale? Parce qu'il y a le cas grec, qui est un cas quand même particulier, et moins puis il y a l'ensemble. Peut-être être moins dur avec la Grèce et peut-être moins d'austérité dans le reste de l'Europe. La priorité de la France, c'est que la Grèce reste dans la zone euro. Parce qu'on pense que si la Grèce sort de la zone euro, on a beaucoup plus à perdre, les Grecs d'une part et nous par ailleurs. Donc pour qu'ils restent dans la zone euro, peut-être faut-il ajuster les plans. Et d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de converger, faire le fait de leur donner plus de temps, à condition que les efforts sur lesquels il y a eu des engagements commencent à être réalisés, et il semble que le nouveau gouvernement soit en capacité de le montrer. Au-delà, vous savez que le gouvernement français s'est engagé à respecter les 3% en 2013. Nous nous sommes donc mis en condition de le faire. Nous avons un taux de croissance anticipé de 0,8, c'est avec ça, 0,8%, c'est pour ça que c'est avec cette hypothèse que nous avons construit le budget. Il est évident que si la récession devait survenir non seulement en France, mais ailleurs, parce que si elle survient en France, elle surviendra aussi en Allemagne. D'ailleurs, les prévisions de croissance en Allemagne sont extrêmement faibles, de l'ordre de 0,3%. Et donc si l'ensemble de la zone euro et de l'Union européenne s'enfonce dans la récession, alors je pense qu'il faudra effectivement réfléchir collectivement à de nouvelles règles du jeu. Alors 11 pays sont désormais prêts à signer pour la fameuse taxe sur les transactions financières que vous appelez de vos voeux depuis assez longtemps. Elle rapporterait des dizaines de milliards d'euros. Est-ce qu'elle va voir le jour vite? Première question. Et puis surtout, servir à quoi? En particulier aux pays les plus pauvres? Déjà, il faut se féliciter du fait que cette taxe va enfin voir le jour. Moi, quand je suis arrivé au Parlement européen en 2009, je peux vous dire que ce n'était pas gagné. Donc nous avons pendant 3 ans bataillé, et maintenant ça se fait. Le calendrier prévisionnel, on peut dire qu'il y aura une proposition qui sera adoptée par les 11 États volontaires au premier trimestre 2013. Ensuite, à quoi va servir cette taxe? C'est un des enjeux majeurs de la négociation qui s'ouvre. Maintenant que les 11 États ont donné leur accord, la France souhaite qu'une partie soit affectée au développement. Alors cette partie, il faut qu'elle soit la plus élevée possible. Je pense que le chiffre de 20%, d'ailleurs qui a été mis sur la table par Pierre Moscovici, est un chiffre raisonnable. C'est vrai que compte tenu des contraintes budgétaires dans lesquelles nous sommes, dire 50% au développement, ça sera compliqué de convaincre nos partenaires, qui eux sont aujourd'hui plutôt sur zéro. Mais dire on a passé des années et des années à batailler pour avoir cette taxe, et maintenant qu'on l'a, on fait zéro pour le développement, ça nous semblerait un message incroyablement négatif que l'Europe enverrait au reste du monde. Donc 20%, ça nous semble un bon compromis. Ce qui ferait entre 2 et 4 milliards d'euros par an supplémentaires pour financer la santé, le climat, par exemple. On termine sur le pacte budgétaire. Oui, parlons du débat en France sur le pacte budgétaire qui a finalement été adopté à une large majorité, mais votre parti, Europe Écologie Les Verts, a voté contre, dans le bureau national plutôt, a voté contre. Est-ce que ça brouille pas un peu l'image européenne de votre parti? Le Conseil fédéral a voté contre, donc le parti, les députés et sénateurs qui forment l'ensemble de ceux qui votent vraiment, ont voté de manière à géométrie variable, on va dire. Certains se sont abstenus, ont voté pour ou ont voté contre. Moi, j'étais favorable à ne pas voter contre, tout simplement parce que ce traité, il faut le prendre dans un compromis plus global. Il faut regarder le mécanisme européen de stabilité, qui est la dimension de solidarité.
Le traité, c'est la dimension de discipline budgétaire. Et le troisième angle du triangle, c'est la politique monétaire et le fait que la Banque centrale européenne, de fait, intervient maintenant beaucoup plus fortement pour aider les États. Et donc, c'est un compromis à 3 dimensions. On ne peut pas regarder uniquement dans un compromis ce qui vous plaît et rejeter ce qui vous plaît. Justement, est-ce que vous étiez gêné par la position de votre parti? Moi, écoutez, je n'avais pas de consigne à donner à nos parlementaires. Je pense qu'il aurait été souhaitable de ne pas voter contre. Maintenant, le parti a pris sa décision. Vous avez vu que les parlementaires ont déjà pris des décisions un tout petit peu différentes à géométrie variable. Mais maintenant, je comprends le débat. Le débat, quand on voit l'impact de la politique d'austérité qui est menée depuis plusieurs années en Europe, on voit bien que, de toute façon, on a un petit problème. Et donc, cette critique qui a été faite sur le traité, en fait, ce n'était pas vraiment une critique du traité, c'était la critique de la politique d'austérité qui est menée par l'Union européenne depuis un certain nombre d'années. Et donc je crois que, puisque nous avons pris cet engagement de respecter les 3%, nous nous sommes mis en condition de respecter les règles du jeu. Parce qu'évidemment, si on dit aux Allemands, ah, vous avez signé pour la solidarité, mais nous, attention, on ne va pas signer pour la discipline, vous mettez tout à terre. Donc il faut le faire. Et c'est pour ça que le président de la République a souhaité rester dans les clous des 3%. Mais il est évident aussi que si tout le monde est en récession, comme je le disais tout à l'heure, nous n'y arriverons pas. Ceci dit, nous avons besoin de continuer la réorientation de l'Europe. Et nous avons commencé avec le paquet croissance, avec la taxe sur les transactions financières, avec l'union bancaire. Mais dire que c'est suffisant, non, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Et aller plus loin, ça veut dire par exemple nous engager, les socialistes européens et de leur côté, et nous les écologistes européens, pour que le futur président de la Commission européenne soit connu, que les familles politiques fassent connaître quel sera leur candidat avant les élections européennes de 2014 et que pendant 6 mois, il y ait quelqu'un qui soit le candidat des socialistes, un autre le candidat des écologistes, un troisième le candidat des libéraux, un quatrième le candidat de la droite et qui soit obligé de faire la campagne pendant 6 mois devant toutes les opinions publiques européennes. Vive l'Europe politique, vous nous dites ça. Et alors là, sans changer les traités, sans changer une virgule des traités, on change profondément la démocratie et l'appropriation par les citoyens européens de la démocratie européenne. Merci qui va chercher le prix Nobel. Pascal Canfin d'avoir été notre invité. Merci Pascal Canfin. Et à très bientôt sur nos 2 antennes. À très bientôt à tous.